à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va vous proposer un avant-goût de Noël. On vous fera découvrir la nouvelle boule de Meisenthal et la boutique éphémère de bougies et de décorations réalisée par les usagers de l'ESAT. On fera aussi un plongeon dans l'histoire. On célèbre cette année le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. À Bitche, les commémorations sont de grande ampleur. On en parlera tout à l'heure avec le président de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, Joël Beck, avec aussi Bernard Robin, qui est membre lui aussi de la Chale, et puis avec Cyril Fritz, qui est chargé de mission pour la ville de Bitche. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup de participer à cette émission. Les internautes aussi vont s'exprimer, c'est Sandrine qui sera leur porte-parole. Coucou. Salut. Mais pour le moment, on commence cette émission en duplex dans le pays de Bitche, à Lemberg, où Uranie a croisé des vaches vosgiennes. Bonjour Uranie, tu es, je crois, en très bonne compagnie. Salut Julia, eh bien oui, je me suis fait des amis, il y a Églantine, Edelweiss et puis il y en a encore d'autres. Alors c'est des vaches qui font partie de l'élevage de vaches vosgiennes de Marc Brunner, donc, qui est situé à Lemberg. Alors il a plusieurs vaches qui sont réparties sur plusieurs sites. Et donc on a eu l'occasion de passer toute la matinée avec lui, de faire la connaissance de ces bêtes. Et puis on en a appris davantage sur cette race qui est dans une situation critique. Il nous a également parlé des aides qui lui sont allouées. Enfin tout ça tu le verras d'ici quelques minutes. Super, merci Uranie et puis merci à Laurie pour le cadrage. On revient donc vers vous dans quelques instants. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. La boule de Noël de Meisenthal a été dévoilée hier soir. Baptisée Artie, elle représente cette année un artichaut. La designer Nathalie Nierengarten, originaire de Meisenthal, a été séduite par la forme de ce légume atypique. Le suspense a pris fin devant une salle comble. Et de nombreuses ventes de la nouvelle boule de Noël ont déjà été effectuées. Un accord signé entre la direction de ThyssenKrupp et les représentants du personnel à Sarreguemines. L'entreprise avait annoncé qu'elle devait se séparer d'une trentaine d'ouvriers. Il y aura finalement 23 licenciements. L'atelier de fabrication de machines sera délocalisé en raison de la baisse des parts de marché. Il restera à Sarreguemines un bureau d'ingénierie. Une journée 0 PV le 17 novembre, c'est ce que demande Unité SGP Police Force Ouvrière. Le syndicat appelle tous les policiers à ne pas attribuer de procès-verbal aux automobilistes en soutien à ceux qui participent à la grande journée de mobilisation. Des centaines de rassemblements sont prévus en France contre la hausse du prix des carburants. Les écoliers du regroupement scolaire de Sourtes-Meisenthal ont récupéré la flamme du soldat inconnu pour commémorer l'armistice. Hier, ils se sont rendus à Verdun. Ils ont visité la citadelle, le village de Fleury ou encore le fort de Douaumont. Samedi, ils vont mener une marche au flambeau au monument aux morts de Sourtes, puis de Meisenthal. L'atelier gourmand attire une clientèle fidèle. Installé en zone industrielle de Sarreguemines depuis le 20 juillet, il propose différents pains, des vignoiseries, mais aussi de la restauration rapide. 16 personnes y sont embauchées à temps plein, un chiffre qui pourrait bientôt augmenter. Et d'autres ateliers gourmands pourraient voir le jour. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Info supplémentaire sans entrer dans les polémiques du moment. Faites attention si vous vous promenez à pied ou à vélo du côté de Bitche ce week-end. Des battues de chasse vont être organisées. Samedi matin et dimanche matin, ce sera derrière le collège Saint-Augustin et le nouvel hôpital. Et samedi après-midi, ce sera de l'autre côté de la RD 35, derrière le lycée professionnel Schweitzer. Mais la météo risque de toute façon d'être peu propice aux balades ce week-end. La spécialiste, c'est Sandrine. Elle va déjà tout vous dévoiler pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le ciel restera encore très nuageux avec même quelques gouttes possibles en cours de matinée. L'après-midi, le vent va se lever mais sans grosses rafales. Les températures minimales iront de 6 à 8 degrés, les maximales de 13 à 14 degrés. Alors demain, nous serons le vendredi 9 novembre et nous fêtons les Théodores. Le soleil nous accompagnera de 7h32 à 16h58. Et comme le soleil ne sera pas au rendez-vous demain, je vous propose d'en profiter à travers l'image du jour avec cette magnifique photo automnale prise par Charles Schaeffer lors d'une balade dans la
la vallée de l'Ambar. Ça donne vraiment envie de se promener. Alors si vous aussi vous avez des photos qui illustrent parfaitement la richesse de notre patrimoine, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook et nous les partagerons avec grand plaisir. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Marc Brunner est artisan chauffagiste de métier, mais depuis 25 ans, il exerce une deuxième activité en parallèle. Il a une exploitation de vaches. Alors au départ, il s'occupait avec sa femme de la traite de vaches Holstein, mais il y a 5 ans, pour des raisons personnelles, il s'est tourné vers la vache vosgienne. Reportage d'Uranie Tozic et Laurie Couteau. Voici Anémone, une vache de race vosgienne, accompagnée de ses autres amis. Leur propriétaire, Marc Brunner, en possède 16, répartis à Sirstal et Lemberg. Mais il a démarré son élevage il y a 5 ans avec une seule de ses bêtes. La vosgienne est une race mixte, c'est-à-dire qu'on l'élève pour sa viande et son lait, et qui demande moins de temps de travail que d'autres races comme la Holstein. Très peu d'éleveurs choisissent de s'en occuper et pourtant cette race s'adapte parfaitement au terrain vallonné de la région, notamment en raison d'une particularité, leur sabot plat. Par ailleurs, elles n'ont pas besoin d'avoir un fourrage riche pour donner de la viande de qualité. Ces bêtes sont dans un cadre de vie parfait, preuve en est des multiples naissances, dont une qui ne saurait tarder. Ce qui est sûr, c'est que Marc Brunner les élève avec passion. Ce sont des bêtes fortes, certes, mais qu'il devra quand même rentrer d'ici peu, dès la chute des températures. Et pour en savoir plus, et notamment sur l'aspect financier, Uranie s'est tournée vers le principal intéressé, Marc Brunner. Voici ses réponses. Alors je me trouve en compagnie de Marc Brunner qui est éleveur de vaches vosgiennes, à Lemberg. Alors depuis 1970, c'est une race de vache qui est dans une situation critique. Est-ce que vous le ressentez? Oui, exactement. Dans le secteur, on est peut-être à 2-3 éleveurs qui en ont quelques-unes, pas des masses, parce que je pense que la vache n'est pas assez productive en lait et en viande non plus. Alors c'est pas intéressant pour les exploitants, pour les gros exploitants. C'est pour ça aussi qu'il y a des aides qui sont allouées pour les éleveurs. Est-ce que vous en touchez de ces aides? Est-ce que c'est un coup de pouce pour vous? Oui, on a une aide pour 5 vaches. 5 vaches. Et c'est une aide qui est à hauteur de combien? C'est une aide qui est à hauteur de 70 € par vache. Et donc ça vous aide en quoi finalement de toucher cette aide-là? Fonctionnement de l'exploitation. Voilà. Et il n'y a pas une autre aide on perçoit encore une aide du département de la même, une aide au nettoyage de fond de vallée pour que la friche n'envahit pas tout. Voilà. Et ça nous aide, ça nous donne un coup de pouce. Très bien, merci beaucoup Marc Brunner. Merci. Un artichaut en guise de boule, le nouveau modèle de Noël de Meisenthal a été dévoilé hier. Baptisée Arty par la designer, qui est originaire d'ailleurs de la commune, elle a séduit un public venu nombreux pour la découvrir. Reportage de Valentin Guinel. Un artichaut. Meisenthal connaît enfin le visage de sa boule de Noël 2018. Un lever de voile très attendu. La présentation s'est faite devant une salle comble et qui semble conquise. L'artichaut représente un petit peu la nature, le bio, et puis que c'est dans l'air du temps. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Original et de très belles couleurs. Je la trouve superbe, surtout que c'est une artiste de la région, donc d'autant plus que je l'apprécie. Le designer est originaire de Meisenthal. Elle a été sollicitée en janvier pour élaborer cette boule. Des semaines à rechercher son visage. Crustacés, légumes, avant le coup de foudre, un artichaut, son symbole de Noël à elle. Il est très beau, les feuilles comme ça, cette carapace ont une belle esthétique. Et dans l'artichaut, il y avait aussi ce côté cœur. Il y avait le côté aussi de... Je me suis dit, il y a peut-être une belle histoire à raconter. Comme un cadeau qu'on déballe, on ôte une feuille après l'autre et puis on arrive au cœur.
Baptisée Artie, cette boule rejoint la série traditionnelle des boules de Noël de la Halle Verrière, ressuscitée en 1999. Cette année-là, la première boule se vend à seulement 50 exemplaires. 18 ans plus tard, c'est 43 000 boules qui seront vendues. Un succès croissant qui devrait se répéter cette année, selon le directeur du Centre international d'art verrier. La boule de cette année, c'est tout simplement de la poésie. Comme le dit Nathalie, une histoire de cœur. C'est vrai que les précédentes éditions, Fizz ou Rotor, c'était des histoires vraiment fabuleuses, mais avec une forme plus mécanique. Là, on revient à quelque chose d'un peu plus tourné vers la nature. La boule est disponible à la Halle Verrière. À partir de janvier, la campagne pour la prochaine boule 2019 sera ouverte. Des idées ? J'opterais pour vraiment la vraie boule de Noël ou alors une pomme. Un sabot. J'essaierai de partir un peu vers l'origine de Noël, vers l'Orient, en essayant de rejoindre les étoiles, les comètes, et puis de transformer une étoile ou une planète en boule de Noël. Après la boule de Noël, place aux bougies. Au centre-ville de Sarreguemines, elles se comptent par milliers et sont accompagnées de magnifiques décorations de Noël. Voilà ce que vous pouvez dès à présent découvrir dans la nouvelle boutique éphémère de l'ESAT La Ruche. Les usagers ont confectionné de multiples objets en seulement quelques mois. Marie-Morgane Lorenz a visité la boutique lors de l'inauguration. Premiers visiteurs et premiers achats dans la boutique de l'ESAT La Ruche de Sarreguemines. À l'intérieur, on se laisse rapidement emporter par la féerie de Noël. Aux quatre coins de la boutique, on peut découvrir des centaines d'objets de décoration. Depuis le mois de mars, dans les ateliers de l'ESAT, près de 5000 bougies ont été confectionnées, mais aussi plus de 400 compositions. Alors cette année, on propose plus d'objets en bois, donc fabriqués à l'ESAT de Sarreguemines. Donc des petits sujets, des sapins, des petits rennes, voilà, différents objets à poser. On propose des bougies comme donc les petites étoiles qu'on peut voir là éventuellement. Toujours nos bougies grattées en paillettes, en couleur argentée, or, différents coloris. Depuis 2 ans, la boutique est installée à l'angle de la rue de l'Église à Sarreguemines, un emplacement idéal. En plein cœur du marché de Noël quand il ouvre, on a une belle surface de vitrine, donc là ça rend vraiment la boutique est vraiment merveilleuse, ça donne un côté plus féerique que la boutique d'avant. Les festivités de Noël n'ont pas encore démarré, mais déjà les clients se sont pressés d'effectuer leurs premiers achats. Je la trouve magnifique, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y rester toute la journée pour tout détailler et puis profiter d'en acheter parce qu'on sait que c'est pour une bonne œuvre en plus. Aujourd'hui, j'ai acheté 2 étoiles, mais c'est le premier jour, alors je reviendrai. Le projet de cette boutique éphémère a été initié par Jean-Luc Lotz, le directeur général du groupement 3S, il y a maintenant 3 ans. Et elle rencontre chaque année un succès. C'était éminemment un beau projet puisque vous voyez que les productions de nos travailleurs sont très jolies. C'est une production artisanale qui contraste avec l'image qu'on a d'un ESAT qui produit de l'industriel. Là, on est vraiment sur la production artisanale et ça met en exergue toute la production artisanale de nos ouvriers et toute leur dextérité, leur professionnalisme et leur minutie, si je puis dire. En plus de la monitrice, des ouvriers seront présents chaque jour dans la boutique pour accueillir les clients, présenter leur travail et emballer leurs achats. Elle est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h et sera également ouverte les dimanches du mois de décembre de 13h à 19h. Êtes-vous à cheval sur les dates? C'est la question du jour qu'on vous a posée sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Regardez. En France, on estime que près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. Un bon nombre de denrées sont encore consommables après leur date de péremption. Respectez-vous ces dates limites? Évitez-vous le gaspillage? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, toi, avant de nous donner les réponses de nos internautes, tu voulais un petit peu revenir sur quelques idées reçues. Oui, c'est ça. Alors il y a de nombreux produits issus des grandes surfaces qui sont consommables même après leur date de péremption dépassée. Alors je vais vous donner des exemples pour quelques-uns d'entre eux. Il y a par exemple les yaourts qui sont consommables encore 3 mois après la date de péremption. Pour les fromages, c'est 2 semaines. Les saucissons et jambons également. Et le lait, c'est 2 mois. Il y a des produits qui se consomment encore bien plus tard. Par exemple le chocolat
chocolat qui est encore bon jusqu'à 2 ans après la date de péremption, les conserves plusieurs années comme le surgelé ou encore les produits secs, et enfin le miel dont on peut dire qu'il ne se périme jamais. Mais j'aimerais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est pas tout à fait vrai. En fait, ces bienfaits durent encore jusqu'à 2 ans après sa date de production, mais il reste encore consommable jusqu'à 5 ans après la date de production. Et en ce qui concerne maintenant nos internautes, Eric nous dit les yaourts du poste de nuit 3 mois après minimum la date limite, ça passe tranquille. Magali nous écrit beaucoup de produits sont encore consommables après ces dates, donc aucune raison de les jeter. Benoît nous dit les dates limites, c'est les grandes surfaces et les autres industries agroalimentaires qui les font mettre pour toujours consommer plus et se faire du profit. J'ai encore mangé cette semaine des yaourts aux fruits de fin septembre périmés de plus d'1 mois, des gâteaux périmés de 3 mois, bu une bière que j'avais oublié périmée de 4 mois. Le tout était encore bon et je ne suis pas malade. Et enfin René nous dit me concernant aucun souci avec les dates limites, mais je sais que cela peut encore se consommer après ces dates en faisant tout de même attention à la boucherie et charcuterie. En revanche pour le reste de ma famille c'est beaucoup plus difficile. Pour eux c'est comme s'il y avait un grand panneau stop. Du coup j'essaye de prévoir au plus juste qui va être consommé dans la semaine. Et c'est vrai que dans notre entourage on connaît tous des personnes qui n'arrivent pas à consommer des produits après leur date de péremption. Donc j'espère qu'avec mes indications et les témoignages de nos internautes, ça va les aider à consommer autrement pour éviter le gaspillage. J'en suis sûre parce que c'était très instructif. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Dans un instant, plongeons dans l'histoire. 1918-2018, Beach se souvient, c'est le dossier de la semaine avec nos 3 invités. A tout de suite. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Malentendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Oh, regarde Flora là-bas. Où ça? Là, juste devant, là. On a cherché les trésors du territoire et on a trouvé des pépites. À découvrir du lundi au vendredi dès 12 h sur Mosaïque Cristal.
fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, vous avez rendez-vous sur la pelouse du Stade de la Blise. Le SFC reçoit la réserve de Troyes, actuelle 3e du classement. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h. Un match à suivre en direct sur Mosaïque Cristal. Cette année, on célèbre le centenaire de la Der des Der, et tout particulièrement à Beach. Alors avant de parler de l'importance de cette commémoration, je voudrais qu'on se plonge un petit peu dans le passé. Du coup, je me tourne en premier vers vous, Bernard Robin. Racontez-nous Beach en 1918, dans quel état est la ville? Depuis 47 ans qu'elle est allemande, Beach a beaucoup changé. Les remparts ont explosé, la ville a fait sauter le corset de l'enceinte et la ville s'est développée au-delà des remparts. Visuellement, il y a une grande différence. Évidemment, la citadelle reste le cœur battant de la ville, mais en superficie, elle a beaucoup gagné. Sociologiquement, la ville a également beaucoup changé. La composition de la population n'est plus la même. Elle a d'abord doublé en population. Il y a un apport très important qui est venu de l'extérieur, donc de l'Allemagne, des fonctionnaires, des officiers, des colons même. Et on peut dire que même au niveau religieux, la ville a encore évolué, puisque d'une forte communauté catholique, à présent, la ville est distribuée en deux communautés. Il y a une communauté catholique qui reste importante, mais une forte communauté protestante également. Et du coup, en 1918, quel est l'état d'esprit de la population? Est-ce que les gens sont contents de redevenir français, ou parce que certains d'entre eux sont allemands? Vous savez, l'analyse des mentalités est délicate. Ça s'est passé il y a un siècle. Vous me direz, c'est beaucoup un siècle, mais vu les témoignages que l'on a, les sources que l'on peut constater, un siècle, c'est finalement peu dans le long trajet de l'histoire. Alors, est-ce que les gens sont contents? Essayons d'écarter déjà la fiction, la province perdue, les Alsaciens lorrains inconsolables qui attendent à tout prix de redevenir français. C'est une fiction. Les opinions ne sont pas aussi tranchées. Il y a, je dirais, trois choses qui se partagent un peu l'esprit des Beachois. Le poids du passé, la germanisation, ça fait 47 ans qu'ils sont allemands. Ça fait 2 générations. Il y a les soucis du présent. La guerre est terrible. Il y a des restrictions. Il y a énormément de douleurs dans les familles. Essayons tout de même de penser que 1000 jeunes gens, à peu près 1 millier de jeunes gens dans le pays de Beach, dans les 47 communes, ne sont pas revenus de la guerre. Et puis il y a l'inquiétude de l'avenir. L'inquiétude de l'avenir, un avenir, quel avenir? Je dirais un peu, pour parodier notre ami Colin, ja und jetzt? Alors c'est vrai que c'est toujours difficile d'imaginer, de se représenter concrètement comment c'était, et surtout au niveau de l'état d'esprit. Mais quand même, vous avez mis en place une exposition pour permettre aux citoyens de mieux se faire une idée. Et cette exposition, elle est visible à Beach jusqu'au 13 novembre. Je vous propose d'en regarder un aperçu en images. 200 objets de guerre pour se souvenir. À Beach, la Grande Guerre laisse aujourd'hui, et jusqu'au 13 novembre, des traces. Des panneaux informatifs, rédigés grâce aux fruits de longues recherches, des tenues typiques des personnels engagés dans le conflit. 100 ans après l'armistice, les témoignages de l'histoire peuvent aussi tenir dans la main des mortiers, une multitude d'armes à feu, comme ce modèle de fusil américain de 1903, utilisé par les Français pour combattre l'Empire allemand et ses alliés. Des collections qui proviennent du musée de la faïence de Sarreguemines, celui de Beach, ou de collections privées. Cette exposition a nécessité 1 an de préparation de la part d'une dizaine de passionnés de la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine à Beach. Un travail salué lors de l'inauguration par un invité de marque, le vice-consul de Russie. Je voudrais dire que les expositions que nous allons voir aujourd'hui
C'est un moment d'hommage, bien sûr, à nos soldats qui ont tombé. Hommage à nos ancêtres qui ont survécu l'erreur de la guerre. Mais aussi, ça nous donne... C'est à expliquer, à montrer à la nouvelle génération qui arrive toute horreur de la guerre pour ne pas permettre que la nouvelle guerre s'éclate. Joël Beck, je vais vous laisser à vous le soin d'expliquer pourquoi la vice-consul de Russie était là à cette exposition. Donc elle a accepté notre invitation au moment de l'inauguration il y a quelques jours de l'exposition à Bitche parce que le conflit, il existe entre l'Allemagne et la Russie. Il faut s'imaginer que dans l'ensemble de l'Empire allemand, il y a plus d'1,4 million prisonniers russes qui sont dispatchés dans diverses fermes pour y travailler. Alors ils arrivent particulièrement dans le pays de Bitche, à compter de 1915, où on en trouve plusieurs centaines. Plusieurs centaines de prisonniers russes travaillent pour 2 marks 10 dans les fermes du pays de Bitche. Du coup, il y a des liens qui se sont tissés avec la population, parce que la population allemande de Bitche, puisque à cette époque-là, début de la guerre, Bitche est toujours allemande, on envoie des travailleurs forcés. Est-ce qu'il y a des liens qui se créent avec les citoyens? Alors, bien entendu, ce sont des prisonniers, mais à travers les photos et les documents qu'on a parcourus, on s'aperçoit qu'ils avaient une certaine latitude, une certaine liberté. On voit même des photos où ils sont tous représentés devant le restaurant à Haute-Villers ou à Walsbrunn. Il y a des articles de presse qui nous signalent des liens d'amitié justement entre cette population russe et les familles qui sont restées sur le pays de Bitche pendant le conflit. Alors arrive 1918, la fin de la guerre. Quel a été finalement l'impact de la Première Guerre mondiale sur Bitche? C'est en premier lieu le retour à la France, ou il y a des choses qui étaient encore plus importantes quelque part pour la population? Lorsqu'on examine les courriers des maires, par exemple, on se rend compte qu'il y a une évolution dans les rapports qu'ils ont avec l'administration. Beaucoup de maires font état de l'enthousiasme de la population. Est-ce que c'est un enthousiasme vrai ou c'est un enthousiasme un peu sollicité? À voir. Ensuite, petit à petit, vient le temps d'un certain désenchantement. Parce que ces gens qui ont beaucoup souffert durant la guerre, de privations et d'autres soucis, se rendent compte que l'amélioration n'est pas encore pour demain. Et là, il y a, là-dessus se greffe vraiment un malaise. Et c'est un malaise qui va évoluer vers un malaise politique. Et parmi ceux qui vont s'inscrire vraiment visuellement là-dedans, ce sont les autonomistes, qui vont refuser, évidemment, après la germanalisation, ils vont refuser la francisation. Mais ceci demanderait à être corrigé village par village. Chaque cas est différent. D'accord. Alors du coup, on parlait de l'aspect un peu politique et des maires. Si on regarde au niveau de la mairie, de la ville de Bitche, il y avait une vraie volonté de commémorer en grande pompe cette année. Alors effectivement, donc le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, ce 11 novembre, sera teinté de ce contexte un peu particulier qu'est ce centenaire. Donc la ville de Bitche, qui, comme on l'a déjà dit, qui est une ville d'histoire, symbole aussi de ces passages d'un pays à l'autre, de ces tournants de l'histoire, a voulu marquer effectivement fortement ce centenaire en commémorant grâce à plusieurs événements qui ont déjà eu lieu, donc l'inauguration de cette exposition dont on a déjà parlé le 28 octobre. Il y a eu les rencontres interrégionales aussi. Alors tout ce travail s'est fait bien sûr grâce à celui de la Chale. Alors la ville s'est investie pour bien sûr la mise à disposition des locaux, l'espace Cassin. Il y a eu aussi donc la mise à disposition du personnel pour les déplacements d'objets et tout ça. Et il y aura aussi bien sûr ce fameux 11 novembre, dimanche prochain. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais du coup justement, une vraie volonté de commémorer de la part de la ville, ça veut dire aussi
une implication et c'est pas né d'hier, ça fait un moment que ça se prépare, ça. Ah oui, les commémorations de ce centenaire ont commencé, les préparations de ces commémorations ont commencé l'année dernière, ça fait 1 an. Donc nous nous sommes mis en relation avec la Chale, mais aussi avec d'autres formations. Il y a le club philatélique, les associations patriotiques, bien sûr. Pour commencer ce travail, donc nous avons mis en place un programme avec les événements que j'ai déjà cités. Nous avons choisi les lieux, on a pensé en premier lieu à un autre lieu, mais finalement on a choisi Cassin qui était le lieu le plus approprié, et bien sûr aussi la préparation du 11 novembre, mais apparemment c'est un sujet qui va suivre. On va y venir. Dans les événements qui sont déjà passés, donc on le disait, il y avait cette exposition, mais qu'on peut voir encore jusqu'au 13 novembre. Il y a eu aussi les timbres du centenaire. Oui, exactement. Donc le cercle philatélique du Pays de Bitche ont préparé un ensemble de timbres et d'enveloppes commémoratives pour le centenaire. Et puis le point d'orgue, donc on le disait, point d'orgue des commémorations, c'est évidemment le jour J, le 11 novembre, ce dimanche. Il va se passer quoi exactement alors ? Alors, les commémorations habituelles du 11 novembre seront rehaussées par ce contexte particulier qui est le centenaire, bien sûr. Donc, on va commencer par une cérémonie au cimetière civil. Donc, il y aura un dépôt de gerbes au monument du souvenir français. Mais il y a aussi un événement bien particulier, puisque un hommage sera rendu à une personnalité bitchoise qui est un peu tombée dans l'oubli, même si une rue de Bitche porte son nom. Il s'agit du général de brigade Trumelet-Faber. Les Bitchois connaissent ce nom par le fait qu'une rue de la ville porte ce nom. Donc un membre de la Chale s'est aussi renseigné, Bruno Marion, concernant l'emplacement de la sépulture de ce général de brigade qui d'abord avait été enterré à Paris, 1916. Donc c'est un homme qui était né à Bitche, d'une famille bitchoise Faber, qui était donc passé à la France, militaire français, mort pour la France en 1916. Mais il a demandé à être enterré, inhumé à Bitche. Cela a eu lieu après la fin de la Première Guerre mondiale. La sépulture a été retrouvée et un hommage particulier lui sera rendu au cimetière civil, suite au dépôt de gerbes au monument du souvenir français. Après cela, donc, les invités et les autorités se rendront au cimetière militaire, où l'hommage traditionnel aura lieu devant le monument, mais il y aura aussi un hommage particulier qui sera rendu aux soldats malgaches et algériens qui sont inhumés dans ce cimetière militaire, avec la présence de la consule d'Algérie, de Metz. Le culte œcuménique aura lieu cette année à l'église Sainte-Catherine à 10 h. Et à l'issue donc de la cérémonie œcuménique aura lieu donc une prise d'armes avec cette année un défilé particulier qui passera sous la porte de Strasbourg. La porte de Strasbourg revêtira cette année ses attraits du 22 novembre 1918. Donc les travaux sont en cours. Alors je me permets juste de montrer, je ne sais pas si on le verra. Voici l'état de la porte de Strasbourg avec les autorités et les militaires le 22 novembre 1918. La porte de Strasbourg donc servira d'arc de triomphe pour commémorer cette entrée des troupes françaises à Bitche le 22 novembre. À l'identique, donc le public pourra déjà voir ça à partir de demain, mais la cérémonie officielle avec l'accueil officiel ou symbolique des troupes du 16e bataillon de chasseurs aura lieu donc ce dimanche. Et donc ça c'est vraiment ouvert à toute la population, c'est important d'associer la population ? Alors il est important bien sûr pour les jeunes générations, pour la Chale, pour la ville de Bitche aussi, de témoigner de cette mémoire, de l'histoire. La ville de Bitche est une ville d'histoire, on parle souvent de 1870, on parle un tout petit peu moins de 1918, puisque bon, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu d'hostilité à Bitche, mais le retour des troupes françaises a été quand même hautement symbolique avec, comme je le disais, cet accueil très particulier et en grande pompe qu'a réservé la municipalité au retour des troupes françaises. Et il est donc tout à fait important de reconstituer tout cela pour montrer aux jeunes générations ce qu'il s'est passé, en écho bien sûr de l'exposition et des autres événements qui ont eu lieu dans le cadre des commémorations. Et oui, c'est d'autant plus important que 14-18, ça devait être la der des der. Du coup, et ça sera le mot de la fin pour chacun d'entre vous, avec cette commémoration du centenaire, quel est le message, vous par exemple, que vous aimeriez faire passer ? Garder la mémoire,
d'abord, et éviter que des circonstances difficiles se représentent. Donc, voir plus loin que la France et garder l'Europe. Je rejoins naturellement ce que vient dire Bernard Robin. Moi, je voudrais rajouter que par rapport à cette exposition qui a été labellisée par la mission du centenaire et la région Grand Est, les causes sont polysémiques, c'est-à-dire qu'on a cette contradiction peut-être entre la commémoration, ce n'est pas une célébration, entre tout ce que ça préfigure, comme vient de l'indiquer Bernard, sur cette identité commune, mais il faut savoir qu'en même temps, on est en train de célébrer à Bitche la défaite allemande et des conséquences qui ont pu être fâcheuses. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une dichotomie par rapport au pays de Bitche sur l'ensemble des conséquences. Donc je voulais mettre un peu l'accent dessus. Cyril Fritz, s'il y a un message à faire passer, ce serait lequel pour vous? Je rejoindrai aussi Bernard Robin et Joël sur le sujet de la France. Voyons plus loin que la France, voyons plutôt la paix et apprenons aux jeunes générations à ce qu'il s'est passé pour éviter évidemment que ça se reproduise. Ça s'est repassé en 1939 et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale ont été terribles également. Et il y a donc pour tous les habitants du pays de Bitche tous ces événements qui sont là pour leur remémorer tout ce qui s'est passé au-delà de la ville de Bitche, seules les conséquences donc, sur le pays de Bitche de la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc rendez-vous dimanche à la porte de Strasbourg, à quelle heure? Alors les commémorations à la porte de Strasbourg auront lieu à l'issue de la célébration œcuménique à 11h. À 11h, et bien voilà, comme ça l'invitation est lancée. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. La paix, l'Europe, la fin des frontières, place à votre magazine mensuel transfrontalier Grenzenlos. Dans ce numéro, David Orès nous donne de bonnes raisons d'aller faire ses courses en Allemagne, en comparant différents types de produits. Et puis Catherine Henrich nous emmènera à la découverte de Hornbach. C'est une commune frontalière du pays de Bitche et vous verrez, elle est chargée d'histoire. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous, à demain. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Grenzenlos, votre émission transfrontalière. Au programme aujourd'hui, nous vous donnerons dans un premier temps des bonnes raisons d'aller faire ses courses en Allemagne grâce à un comparatif de produits sélectionnés par nos soins. Puis Catherine Henrich nous emmènera à Hornbach, à la frontière du pays de Bitche, à la découverte de cette bourgade riche en histoire et en patrimoine. Sans plus attendre, voici de bonnes raisons de faire ses courses outre-Rhin. Pourquoi nous rendons-nous en Allemagne? Pour faire un tour sur le Rhin, déguster une belle schnitzel ou tout simplement voir nos cousins teutons? Oui, sans doute, mais il y a d'autres raisons qui nous poussent à passer la frontière. Depuis 2002, l'euro facilite les échanges transfrontaliers. Faire ses courses outre-Rhin est devenu d'autant plus simple. Pour les frontaliers, c'est l'occasion de faire quelques économies. Parmi les produits que l'on trouve moins chers en Allemagne, il y a bien sûr le tabac, dont le prix a considérablement augmenté en France ces 2 dernières années. Le prix du paquet de cigarettes varie aujourd'hui entre 7,60 € et 9,20 € selon la marque choisie. Les augmentations sont encore à prévoir. D'ici 2020, le paquet de cigarettes devrait atteindre le tarif de 10 €. Chez les Allemands, le prix moyen est de 6 €, ce qui place l'Allemagne entre l'Italie et la Belgique, où les prix moyens sont respectivement de 5,20 € et 6,20 €. Certains pays, comme l'Irlande et le Royaume-Uni, ont déjà franchi la barre des 10 € le paquet. Il est également notable que la France est le premier pays européen à introduire le paquet de cigarettes neutres. La deuxième raison qui pousse les frontaliers à se rendre en Allemagne et qui nous intéresse aujourd'hui est le carburant. Contrairement aux idées reçues, actuellement, il n'est plus intéressant de se rendre à la pompe outre-Rhin. En effet, le prix du carburant a considérablement augmenté en Allemagne le mois dernier. Comptez 1,62 € le litre de 10 contre 1,479 € le litre en France. Pour le samplon 98, une station frontalière allemande le vendra 1,64 € le litre alors qu'il est à 1,569 € chez nous.
Et enfin, le gasoil, la station allemande affiche actuellement 1,52 € le litre contre 1,519 € en France, un prix donc équivalent. Depuis le 1er octobre, ces tarifs ont très peu varié en France, mais si on compare ces chiffres à ceux du mois dernier en Allemagne, on peut observer la nette augmentation des prix. Il y a un mois, on pouvait encore passer la frontière pour faire le plein au samplon 98, mais il était surtout intéressant de le faire pour le gasoil dont le prix au litre était de 1,346 €. Cela représentait une économie d'environ 9 € pour un plein de 50 litres. Cette époque étant révolue, pour en profiter à nouveau, il faudra suivre de près l'évolution des prix du carburant outre-Rhin. Le troisième et dernier point de ce comparatif concerne les produits d'hygiène et d'entretien qui sont significativement moins chers en Allemagne qu'en France. Prenons l'exemple d'un shampoing de grande marque. En France, le flacon de 300 ml est vendu 4,50 €. Dans les enseignes allemandes, on trouvera le même produit à des prix allant de 3,25 € à 3,79 €. Pour les shampoings à bas prix, la différence est encore plus flagrante, 1,35 € en France contre 65 cents en Allemagne, soit un prix divisé par 2 outre-Rhin. C'est le cas également du dentifrice. L'échantillon de grande marque que nous avons choisi est vendu 95 cents en France et 50 cents en Allemagne. Autre exemple, le liquide vaisselle en France comptait 1,60 € pour 750 ml. Le même produit est vendu entre 95 cents et 1,29 € en Allemagne. Et enfin, un dernier exemple, la lessive. Pour un produit de grande marque 3 en 1, le pack de 16 dosettes est vendu 8,10 € en France, alors que nos voisins allemands le vendent 4,55 €. Ces quelques exemples nous montrent l'avantage d'acheter ces produits d'hygiène et d'entretien outre-Rhin. En revanche, tout ce qui relève de l'alimentaire est généralement moins cher en France. Si vous êtes frontalier, n'hésitez donc pas à en profiter, et si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Goethe, voilà quelques bonnes raisons de s'entraîner. Attention tout de même, l'hiver approche, n'oubliez pas qu'il est obligatoire d'être équipé de pneus portant la mention M+S, Mud and Snow, boue et neige, pour circuler sur le territoire allemand. Hornbach est une commune allemande d'environ 1700 habitants. Pour les frontaliers, c'est l'un des endroits où l'on va faire ses courses, mais c'est aussi un lieu chargé d'histoire. En effet, au Moyen-Âge, l'influence de son monastère était importante et est intimement liée à l'histoire de la ville et de ses alentours. Un musée, installé dans une partie encore visible de l'ancienne basilique, retrace ce passé millénaire. Plus de 1000 ans d'histoire s'offrent aux visiteurs de l'ancienne abbaye bénédictine de Hornbach. On se trouve ici sur la route du sel qui reliait le Rhin à la Lorraine, sur le chemin des pèlerins de Compostelle venant de Spire. Le monastère est la dernière fondation de Saint-Pirmin. Il y sera enterré ici, comme il le souhaitait, après son décès le 3 novembre 753. Sa dépouille, cependant, n'est plus à Hornbach. Ses reliques ont été rapportées à Innsbruck au cours de la guerre de 30 ans. Le monastère fut à son apogée le plus important et le plus riche entre Spire et Metz. Son immense basilique à 3 nefs avait une longueur de 72 mètres et ses 5 tours étaient visibles de loin. Man muss schauen, wo Hornbach liegt, wo das Kloster auch liegt. Wir haben auf der einen Seite die Trier, was ja ein Kloster war. Wir haben dann Worms, wir haben Speyer-Colmar, Metz. Und wenn man dann schaut, genau in der Diagonale liegt das Kloster Hornbach. Und gerade in der Blütezeit, das Kloster Hornbach sind ja die Liegenschaften des Hornbach-Klosters, die gingen ja bis an den Rhein, bis nach Colmar und so weiter. Also alleine durch Pirminius oder durch die Blütezeit des Hornbach-Klosters war das eine sehr verbindende Geschichte. Und wenn man auch davon ausgeht, selbst die Stadt Pirmasens hat ihren Namen von Pirminius bekommen. Le musée du monastère, ouvert en 2002, est installé dans l'ancien bas-côté gauche de la basilique. Ce musée multimédia présente la vie de Saint-Pirmin, l'histoire et l'importance du monastère et le développement de l'art du livre jusqu'au début du Moyen-Âge, grâce à des représentations du Sacramentaire de Hornbach, un livre unique au monde dont la valeur est inestimable aujourd'hui. Un autre personnage illustre a travaillé à Hornbach, Hieronymus Bock, le père de la botanique et de la pharmacie moderne. L'original Kräuterbuch, livre des herbes, n'est plus exposé au musée pour des raisons de conservation, mais l'historama permet d'en découvrir l'essentiel.
Un autre espace du monastère a été transformé en hôtel et l'on vient de loin pour se marier ici et profiter du charme particulier des lieux. Et Hornbach n'a pas que son monastère pour attirer le visiteur. Un parcours à travers la ville vous fera découvrir pas moins d'une vingtaine de vestiges de la riche histoire de cette petite ville aujourd'hui encore au cœur de l'Europe. Le musée de Hornbach est encore ouvert jusqu'à la mi-décembre et rouvrira ses portes dès février. Mais vous pouvez tout de même parcourir la ville historique, même au cœur de l'hiver. Une signalétique vous emmène sur différents sites remarquables, parcourant ainsi en une promenade des siècles d'histoire. Les visiteurs sont nombreux à Hornbach et Reinhold Thun, le maire de la ville, se réjouit que le site, qui était au Moyen-Âge déjà au cœur de l'Europe, l'est d'autant plus aujourd'hui. Ja, ist Hornbach ein Anziehungspunkt geworden für viele Touristen und als 1993 dann die Grenzen weggefallen sind, vorher war Hornbach eine Grenzgemeinde und nach 1993 dann plötzlich eine Gemeinde mitten im Herzen Europas. Und das ist das, was Hornbach mit seinen französischen Nachbargemeinden Schwein, Münster heute auszeichnet. Natürlich auch bedingt dadurch, dass wir zumindest auf französischer Seite die gleiche Sprache noch sprechen können. Und so leben wir heute hier im Herzen Europas. Und ich sage immer wieder, das vereinte Europa kann nur funktionieren, wenn die Menschen sich miteinander verstehen. Und das ist hier heute in unserer Region, ist das wunderbar. Et c'est sur ces mots que s'achève votre émission transfrontalière Grenzenlos. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.